Français moyen, abreuvé d'un discours politique spectacle où tout est bon pour permettre à cette élite de conserver un statut de protégé. Blabla République, c'est le titre de votre nouveau livre. Philippe-Joseph Salazar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ pour nous présenter donc Blabla République au Verbe citoyen chez Lemieux Éditeur. Nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir. C'était il y a à peine 2 ans pour votre précédent ouvrage Paroles armées, comprendre et combattre la propagande terroriste. Livre qui avait reçu le prix Bristol des Lumières. Vous décrivez, analysez et étudiez en rhétoricien et philosophe que vous êtes, Philippe-Joseph Salazar, la situation rhétorique de notre République en 2016-2017, puisque votre ouvrage vient de sortir. Vous parlez d'une ère de l'hyperparole et ce constat dans lequel je vois aussi un certain paradoxe, c'est que vous dites que le spectacle oratoire de l'excès inspire la confiance. Comment expliquer ça ? Bon, alors il y a 2 choses à faire. On va d'abord expliquer l'excès et ensuite la confiance. Je vous donne un exemple d'excès, à quel point je prends toute l'affaire Fillon qui se déroule encore de nos jours. Ce qui m'a frappé dans les interminables et répétitifs commentaires de tous les médias télévisuels en particulier, c'est à quel point nous ne comprenons pas que les Anglais sont understated. C'est-à-dire que si on est anglais, Fillon n'est pas anglaise, elle est galloise, mais britannique, on n'utilise jamais d'hyper-expression. Si l'on vous demande, est-ce que vous assistez, est-ce que vous aidez votre mari dans son travail ? Oh non, pas du tout, je prépare le thé. C'est exactement la manière dont Mme Fillon a répondu quand je l'ai demandé. C'est l'understatement, c'est-à-dire qu'elle ne va surtout pas dire que, effectivement, elle travaillait pour lui, parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Pourquoi le dire ? La même chose lorsqu'elle a dit, et je suis allé vérifier quand même l'interview qu'elle a faite il y a quelques années dans le Telegraph, qui a été repris par son intervieweur, puisque c'est une femme, il faut mettre un E à la fin d'intervieweur, dans le Guardian il y a quelques jours, et j'ai comparé les deux. Ce qui m'a frappé de nouveau, c'est que nous ne comprenons pas. Parce que Mme Fillon dit « je suis une simple paysanne », elle traduit de l'anglais comme « a country girl », c'est-à-dire, évidemment, il y a cette différence très forte au Royaume-Uni entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Et la campagne en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, est riche. Au contraire de la campagne française, qui est une immense ghetto pauvre, n'est-ce pas ? Les pauvres ont la campagne. Donc, elle est de la bonne classe moyenne, de la country gentry. Donc, elle dit « je suis une simple paysanne ». C'est encore un understatement. Alors, l'un des ressorts, ce qui m'a frappé dans ce débat hyperbolique en France sur est-elle collaboratrice, assistante, travaille-t-elle ? Et c'est loin d'être fini également. Et c'est loin d'être fini, ce débat hyperbolique. Oui. Au fond, tout cela se joue sur des mots. Et lui a très bien, je l'ai bien regardé hier, il a bien essayé à sa manière d'expliquer, mais de nouveau à la française. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire une distinction sans fin entre collaborateurs, assistants, attachés. C'est cela l'hyperparole. Je crois que nous avons en France, à cause de la beauté de la langue française, qui est une langue extrêmement riche, en dépit de toutes les tortures qu'on lui inflige, est une langue qui se prête à des distinctions, à des divisions. Ce n'est pas pour rien que la casuistique jésuite est née en France aussi. Je veux dire, nous sommes des artistes dans le genre. Alors ça, c'est l'hyperparole. Et c'est ça qui inspire confiance à l'auditeur. Alors, je passe de ce qui inspire confiance à l'auditeur, enfin, à l'électeur français, c'est ce raffinement excessif, non pas dans les idées, mais dans les expressions d'idées qui sont au fond très simples. On dit toujours que nous sommes cartésiens, nous ne sommes pas cartésiens du tout. Au contraire, toute la bataille de Descartes contre toute la culture ambiante de l'époque, c'était « il faut penser clairement et distinctement ». Et si vous arrivez à des clairement, ça veut dire que chaque idée que l'on pense a un mot qui l'exprime exactement, et distinctement, ça veut dire que l'expression A est différente de l'expression B, qui est également claire. Mais c'est toute la bataille de Descartes. Nous ne sommes pas cartésiens, nous sommes restés éminemment rabelaisiens, si vous le voulez. Et tous les sites internet à la française, c'est du Rabelais, enfin, c'est pas autre chose. Voilà. Et ça nous inspire confiance parce que ça correspond fondamentalement à notre culture.
qui est une culture, comme je ne cesse de le répéter, qui est plus gallo-romaine que judéo-chrétienne, c'est-à-dire l'excès des Gaulois que De Gaulle traitait d'ivrognes, vous savez. Et vous nous dites... Nous sommes des ivrognes, hein, pour vous le dites clairement. C'est ce que dit son fils dans des mémoires. Vous le dites clairement dans votre livre, Blabla République, ouais. Philippe Joseph Salazar. Pour revenir sur cette comparaison, sur ce parallèle... Donc, si vous voulez, si Fillon aurait dû être plus excessif hier pour inspirer plus de confiance. Il a été trop tempéré, trop britannique, en dépit des distinguos infinis qu'il a fait. On verra dans les mois à venir si cela peut finalement lui réussir. Nous verrons. Encore quelques instants sur ces différences oratoires, parce que vous nous expliquez très, très clairement, Philippe Joseph Salazar, dans votre livre, les différences de tradition oratoire qu'il y a précisément entre les Britanniques, les Français et les Américains. Tout à fait, oui. Et là, on ne parle pas tant d'une explication d'une conférence de presse, mais plutôt du débat politique dans les chambres, au Parlement aussi bien de Grande-Bretagne qu'à Washington ou qu'à Paris. Oui, c'est exact. Je regardais ce matin brièvement la retransmission en différé, évidemment, d'un débat terriblement ennuyeux sur Notre-Dame-des-Landes, où nous avons là des députés ou des témoins d'une commission d'enquête qui bafouillent, qui ne trouvent pas leurs mots, qui emploient un mot pour un autre. Terriblement ennuyeux. Les débats parlementaires en France sont retransmis parfois en direct. Personne ne regarde la chaîne parlementaire, évidemment. Qui la regarde? Bien que ce soit nos impôts qui la subventionnent de manière luxueuse. Mais en Grande-Bretagne, lorsque le débat hebdomadaire a lieu, ça s'appelle Prime Minister's Question, les questions au Premier ministre britannique, que M. Blair a coupé d'ailleurs. Ce Premier ministre extrêmement libéral s'est arrangé pour que ce ne soit plus plusieurs fois par semaine, mais une fois par semaine, et en limitant le temps de parole, car c'était un gestionnaire. Vous savez, les gestionnaires détestent avoir ce que j'explique dans le livre, le face-à-face direct. L'art du gestionnaire, c'est de passer par des rapports experts, par des... M. Macron est tout à fait un gestionnaire. Il me tarde de le voir un à un en face-à-face direct, où j'espère, durant ce débat, il ne mettra pas Villeurbanne dans la Creuse et autres sottises qui sont dans son livre. Donc les différences, si vous voulez, c'est qu'en Angleterre, il y a une tradition de débat direct, face-à-face, souvent extrêmement violent. Vous faites même un parallèle avec une table de pub, par exemple, pour parler oui, si vous voulez. De Westminster. Ouais. D'ailleurs, la largeur de la table au Parlement, pas au Parlement, à la Chambre des communes, c'est la longueur de 2 épées que l'on pose sur la table. Et il se lève et il s'adresse directement, non pas, il passe toujours par le chairman, mais il s'adresse en fait directement l'un à l'autre. Ce sont des batailles. Des véritables batailles, et à la fin, il y a des commentaires, on vous dit lequel des deux a gagné dans la joute oratoire. Ce n'est pas la France. En France, on attend, ce que j'ai expliqué dans le livre, et c'est une chose qui me stupéfie à l'heure actuelle, on attend que le président parle. La présidence de la République en France en tant qu'instance de parole est une chose tout à fait exceptionnelle, et je suis assez stupéfait de voir que, parce que le président ne s'exprime plus à l'heure actuelle, sauf pour tenser le président américain, alors qu'il est, comme disent les Américains, un lame duck, n'est-ce pas? C'est un canard boiteux, il en a pour 2 ou 3 mois, pas plus. On n'entend plus parler la présidente, mais ce que l'on entend, par contre, mais ce n'est pas dit, derrière la manière dont M. Macron fait des meetings à la Carlos Ghosn, n'est-ce pas? De la manière dont M. Mélenchon s'exprime, très bien d'ailleurs, sans ou avec hologramme, ça c'est de la parole présidentielle. C'est-à-dire que vraiment tous les candidats à la présidence déjà assument l'aura présidentielle. Mais personne ne questionne cela. De quel droit se mettent-ils à parler présidentiel? Comme si la parole présidentielle précédait l'élection. Vous comparez même un peu le statut de François Hollande désormais à celui de Louis XV, après moi le déluge. Capri, c'est fini. Oui, Capri, c'est fini, c'est le titre d'un paragraphe de votre livre. Oui, je me suis amusé. Blabla République. Ouais. Pour reprendre la rhétorique présidentielle, la France, elle va mal, Philippe Joseph Salazar, puisque, en tout cas la syntaxe présidentielle, la France, elle va mal, puisque vous nous dites aussi dans votre ouvrage que nous vivons au bord d'une catastrophe politique. Les mots, vous le savez les peser, une catastrophe politique, c'est lourd tout de même de conséquences. Une catastrophe politique commencerait souvent par une catastrophe de langage, c'est-à-dire quand les gens n'ont plus des mots pour exprimer des choses exactes. Lors de la Révolution française, une des premières choses qu'a fait la Constituante, c'est de requalifier les choses, de créer des mots pour nommer de nouvelles réalités. Il me semble que avec la situation internationale est véritablement catastrophique.
Vous remarquez, nous ne sommes plus en guerre, on n'en parle plus, n'est-ce pas? Mais nous sommes effectivement en guerre. C'est pas l'armée est déployée sur le territoire national. Il y a des attaques tous les jours. La situation au Moyen-Orient est catastrophique. Personne ne comprend plus, parmi les puissances occidentales, s'il faut parler à l'Iran ou non, s'il faut ostraciser Israël ou non. C'est une véritable catastrophe. L'Allemagne continue évidemment à jouer sur la dépréciation de l'euro pour asseoir sa puissance commerciale et financière. Mais aucun homme politique n'a des mots pour expliquer cela. Le nombre de chômage qu'il y a en France, de jeunes chômeurs, le déclassement des classes moyennes. Où sont les mots pour le dire? Où sont les mots pour le dire? En tout cas, il y a des constats, puisque vous soulignez, Philippe-Joseph Salazar, que ces élections à venir, 2017, sont les premières élections depuis 1871 à être organisées sous état d'urgence. C'est l'une des nombreuses choses qu'on apprend en vous lisant. On peut, en tout cas, les interpréter de différentes façons. Il est vrai que là, on n'a pas un Bismarck qui va surveiller le résultat avec attention. Madame Merkel, quand même, qui nous surveille. Vous faites le parallèle entre Bismarck et Merkel? Vous savez, Bismarck était prussien et Madame Merkel vient quand même de l'Allemagne de l'Est, n'est-ce pas? Outre ce parallèle-là, je dirais que en 71, lorsque Bismarck a imposé les élections législatives en vue d'avoir un gouvernement légitime avec qui signer des traités et avec qui il pouvait s'entendre sur l'énorme tribut en or qu'il a fait payer à la France et que la France a payé, que la très grande Troisième République a réglé rubis sur l'ongle en un temps record, n'est-ce pas? Je dirais que c'était à la suite de Sedan, du désastre de Sedan, n'est-ce pas? Ce miracle de la seconde dynastie napoléonienne, n'est-ce pas? Qui a fait tant de mal à la France. Je suis persuadé que sans Napoléon Ier, notre essor industriel se serait avancé de 30 ou 40 ans. Enfin, nous avons retiré des plumées, des couronnes et de la gloriole à la place. C'est un aparté. Ce que je veux dire là, c'est que ce qui nous attend, c'est Sedan. Sedan va venir. Sedan est là. Vous n'avez pas évoqué le nom de Marine Le Pen jusqu'à présent. Vous avez parlé de Mélenchon, de Macron, de François Hollande, évidemment. Marine Le Pen, elle est actuellement en tête des intentions de vote au premier tour. C'est quoi? C'est un succès de rhétorique, un succès d'éloquence? Comment vous pourriez qualifier ça? Je ne veux pas rentrer dans les matières politiques qui ne relèvent pas de la rhétorique. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer d'expliquer que le Front National s'est complètement transformé d'un parti dont nous savons très bien les origines, en s'acoquinant, pour certains membres historiques du Front National, avec toutes sortes de segments de la population politique qui n'ont jamais rien eu à voir avec le Front National. Une chose qui me frappe, ça a été, et je ne la critique pas, c'est chaque homme politique ou femme politique choisit son vocabulaire, mais il me semble assez étrange que le Front National, bien qu'elle ne soit pas la candidate du Front National, elle est la candidate du mouvement à la rose bleue, n'est-ce pas, au nom du peuple, ce qui est assez fort comme slogan, tout de même. Ce qui me frappe, c'est l'utilisation du terme de républicain. Le Front National dont elle est issue n'est pas républicain. Il est nationaliste, mais il n'est pas républicain. Eh bien, je n'ai pas vu de questionnement vraiment dans les médias sur pourquoi s'appelle-t-il républicain? En quoi est-ce que le Front National est républicain? Il faudrait un jour peut-être lui poser la question. En quoi êtes-vous républicaine? Définissez-nous la République. La République, le slogan, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais le slogan n'est pas mis dans tous les sens, comme le veut M. Macron, qui en ce sens a copié une des deux réponses de M. Hollande. M. Hollande a donné une réponse dans sa profession de foi lorsqu'il était président la première fois, sur quelle est la valeur fondamentale de la République. Et puis récemment, il a donné dans un dialogue avec, je crois, avec Nora, et il a donné une autre réponse. N'est-ce pas? Je le cite dans le livre. Alors, laquelle est la bonne? Laquelle des deux valeurs est la bonne? Et M. Macron a attrapé fraternité récemment, parce que ça évoque solidarité, convivialité, etc., etc. Mais les valeurs de la République sont organisées comme un syllogisme, comme un raisonnement. Et c'est comme ça que les pères et les mères fondatrices de la République l'ont voulu. Il y a d'abord la liberté, qui est une conception très particulière de la liberté, qui n'est pas une liberté d'indifférence, qui n'est pas une liberté de tout faire, c'est une liberté qui exclut la pratique religieuse, par exemple. Dans la conception républicaine de la liberté, il n'y a pas de place pour la liberté religieuse. Pour la liberté d'expression, oui. Pour la liberté religieuse, non. Pensez aux, je crois, 40 000 prêtres, etc., qui ont été exécutés sous la Révolution française. C'est la liberté qui prime. De la liberté découle l'égalité. Entre ceux qui acceptent la doctrine révolutionnaire républicaine de la liberté
il y a entre eux égalité. Et c'est la somme des deux qui produit la fraternité. Voilà la logique républicaine. Alors, il faudrait demander d'ailleurs à tous les candidats, comment interprétez-vous la doctrine de la République, liberté, égalité, fraternité? Il y a deux choses que... Voilà pourquoi les mots pèsent, les mots comptent. Et c'est pour cela que vous accordez beaucoup d'importance, Philippe-Joseph Salazar, à une situation dans laquelle nous sommes totalement empêtrés, ça c'est moi qui le dis, dans la façon dont on a à s'exprimer envers le peuple, envers les électeurs, à savoir la mode du tweet, savoir s'exprimer en quelques mots, en quelques lignes. Vous évoquez un par-lettre, il y a également ce que vous nous dites, tweet en anglais c'est le le gazouillage de l'oiseau. Notre discours politique est devenu un gazouillage et même plus un verbiage. Ça en dit long sur l'état d'un climat politique aussi. Ça en dit long. Que des adolescents s'amusent à faire du cui-cui sur Internet, c'est parfait. Ce n'est pas très différent des sottises que vous et moi nous débitions quand nous étions adolescents. Ça fait partie de l'adolescence. L'adolescence, c'est entre l'enfance et l'âge adulte. Un infant, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler littéralement en latin. Un enfant, ça dit n'importe quoi. L'adolescent, adolescere, ça veut dire grandir et augmenter. C'est quelqu'un qui passe d'une parole infantile à une parole adulte, vers l'âge de 35 ans à peu près de nos jours, n'est-ce pas? Dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. Donc c'est une parole, si vous voulez, qui est encore en formation. Donc très naturellement, je veux dire que les réseaux sociaux, dans le livre, je fais des analyses de Norman, par exemple. J'adore Norman. Norman Tavo, tout le monde connaît Norman. Norman est un excellent exemple de parler politique. La manière dont il fait des vidéos dont il parle, c'est en gros des programmes politiques. Alors chaque vidéo de Norman a une leçon de morale, en quelque sorte. Toujours avec des faux impossibles, mais ce sont des petites leçons de morale, à la noix, évidemment, sans aucune pensée, sans aucune intelligence, mais amusantes. Et je me demande souvent si la parole des hommes politiques, c'est pas du Norman fabriqué pour l'arène politique, ce qui est très amusant, mais ça a ses limites lorsque le destin de plus de 60 millions de personnes sont quand même... Il y a également, Philippe-Joseph Salazar, la place de l'intellectuel dans ce climat, dans ce débat. Oui. Et vous dites qu'il peut être utile ou non, qu'il peut être à sa place ou non. Et il y a un passage vraiment hilarant, grave mais hilarant, où vous imaginez René Descartes sur un plateau de télé aujourd'hui. Et je lis ce que vous écrivez. « Bonjour, vous êtes René Descartes, professeur du secondaire au Français La Flèche. Bienvenue à C'est pas mon truc. » Applaudissements. Votre livre fait un tabac. La caméra zoome sur le discours de la méthode. Ça écrase le mammouth, dit le présentateur. Ça décrasse le mammouth. Ça devrait écraser aussi. Ça décrasse le mammouth, dit le présentateur avec des ricanements. On attaque directement avec la question zap zap. À votre avis, en 2 mots, zap zap, je pense, moi, donc je suis. Et vous concluez, l'animateur parasite le philosophe, a parasité, ne serait-ce que dans sa présentation, l'idée première du philosophe. C'est ce qui se passe le plus souvent dans ces émissions qui, par ailleurs, sont très divertissantes, en général entre 8h et 9h le soir, ou 7h et 9h. Mis à part les émissions où nous avons des gens à moitié nus au bord d'une piscine, qui font de la philosophie morale, je trouve ça très intéressant, n'est-ce pas, sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la vie. C'est très bien, ça. On devrait envoyer un homme politique au bord de la piscine, je crois. Ce que je trouve intéressant, c'est que les philosophes n'ont plus ce qu'on appelait jadis le magistère, c'est-à-dire la maîtrise dans le domaine public de la production des idées. La production des idées qu'on a, disons, philosophiques, qui sont différentes des idées sociologiques ou historiques. Car une idée philosophique ne se prête pas au test des faits, en quelque sorte. Parce que le but d'un philosophe, c'est non pas de donner des solutions, mais d'ouvrir les questions. Et ce que l'on veut dans ces émissions, c'est des solutions, toujours. Tout de suite, la solution qui n'est valable que pour ce soir-là, et puis ensuite on la met au panier. Ce qui me frappe, c'est que ceux qu'on qualifie de philosophes, n'est-ce pas, dont je suis, je suppose, et tout le monde l'est de nos jours, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps d'ouvrir les questions. On leur demande immédiatement des solutions. Et c'est pour cela que le journaliste... Au nom du sacro-saint décryptage, par exemple ? Au nom du sacro-saint élément de langage, du sacro-saint décryptage. C'est-à-dire, on veut tout de suite la solution.
c'est comme si un gosse en classe de terminale, on lui posait une question pour le bac, une question extrêmement compliquée, et j'en cite quelques exemples dans le livre, on lui disait, maintenant répondez tout de suite, n'est-ce pas ? Est-ce que l'homme est le destin du monde ? Voilà, allez, tout de suite, répondez, maintenant. Donc même la parole intellectuelle en France, qui a toujours été ce que j'appelle un corps intermédiaire de la vie politique, de la vie publique, et cela depuis toujours, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la France est vraiment l'héritière de la civilisation gallo-romaine. Rome a survécu dans la Gaule, toutes les institutions ont survécu, on s'est un peu adapté avec les sauvages francs qui sont arrivés, mais s'il y a un pays en Europe qui a maintenu la grande tradition romaine, c'est la France, ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est même pas l'Italie, c'est véritablement la France qui a poursuivi Rome, au point qu'au Moyen-Âge, on pensait que la France était la troisième Rome, la translation romaine. Et cela, c'est le fond et la réalité du pouvoir intellectuel en France. Ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que les philosophes, les intellectuels, se laissent prendre cette parole par des animateurs, dont le but serait uniquement d'animer, mais de ne pas être l'âme du discours. Et c'est très grave. Une dernière question, Philippe-Joseph Salazar. Le plus brièvement possible, si je puis me permettre. Il y a évidemment, et vous ne cessez de le constater et de le regretter, cet appauvrissement de la langue. Vous en parliez dans Paroles armées, vous le dites aussi aujourd'hui dans Blabla République. Il y a ce constat affligeant de l'appauvrissement de la langue. Et pourtant, vous appelez à un retour de l'apprentissage de la rhétorique à l'école, rhétorique qui n'est plus enseignée depuis le début du XXe siècle. Comment apprendre la rhétorique dès lors qu'on maîtrise mal la langue qui permettrait de l'exploiter ? C'est une excellente question, comme on dit en général dans les débats. Alors, je veux prendre ça à rebours, en quelque sorte. D'abord, évidemment, le niveau de langue au baccalauréat est assez bas, et je crois que je cite des chiffres. 40% à peu près qui maîtrisent correctement la langue, oui. Mais on peut tout de même enseigner comment argumenter. Si vous dites oui, on peut dire à un élève, voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, en face de vous, il vous dit oui, votre première réaction, ce n'est pas de dire non, je ne suis pas d'accord, etc., avec toutes sortes de vulgarités, mais c'est de s'arrêter et de réfléchir. Si elle pense ça, et que moi je pense ça, ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'avons la vérité. Donc, il faut que je m'arrête avant de réfuter, et de réfléchir à comment l'autre a pu émettre une telle proposition. C'est là que la rhétorique commence. On peut avoir un vocabulaire limité, mais on peut apprendre ce genre de réflexes, qui sont non seulement des réflexes intellectuels, mais des réflexes de vie commune, des réflexes de vie en commun, des réflexes de fraternité, si vous voulez. Là, la rhétorique commence là. Hein. C'est là que commence la rhétorique d'Aristote, qui est pour Aristote l'art de la politique. N'oubliez pas, la rhétorique est l'art de la politique. Tout se tient. Merci Philippe-Joseph Salazar d'être venu nous présenter Blabla République au Verbe citoyen, votre nouveau livre remarquable et indispensable en cette période électorale chez Le Mieux Éditeur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.